Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par HRPass et consacré aujourd'hui à la réglementation générale de la protection des données. Vous allez pouvoir intervenir pendant tout le webinaire sous forme de questions au niveau du chat, et on s'efforcera de répondre aux questions soit en fin de session, soit pendant le webinaire si vraiment il y a des questions pertinentes et surtout auxquelles il faut répondre rapidement. Alors aujourd'hui, pour vous accompagner, Guillaume Chavy, qui est responsable RGPD chez HRPass. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et Mathieu Gendron, qui travaille chez Leroy Merlin, qui est manager du pôle SI et Process RH, et qui va apporter son témoignage aujourd'hui pendant ce webinaire. Bonjour. Et moi-même, Fabienne Latour, je suis donc directrice marketing du groupe HRPass. Donc avant de commencer peut-être à rentrer dans le vif du sujet, je vais vous lancer un petit sondage, histoire de voir un petit peu où vous en êtes au niveau de ce règlement, de la mise en place de ce règlement. Si vous pouvez voter directement en cliquant sur la bonne réponse. Donc, est-ce que vous avez déjà lancé un processus de mise en place de conformité aujourd'hui dans vos sociétés? Donc, pour l'instant, 56% des gens ont voté. Vous êtes très nombreux sur ce webinaire, donc là, 70%, je vous laisse encore un tout petit peu de temps pour voter. C'est vraiment très très partagé. Pour l'instant, vous avez à 43% déjà engagé un processus et à 58% pas encore. Donc je laisse la parole à Guillaume qui va nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Parfait, merci. Donc vous m'entendez bien, Fabienne, tout va bien? Parfait, c'est génial. Parfait, parfait. Donc bonjour, bienvenue pour cette matinée. Donc on va essayer de faire concis et rapide. Ce sondage est très intéressant, je pense qu'il reflète bien la réalité du marché français, à savoir que de nombreuses communications, de nombreuses publications sont apparues, sont à lire, amènent des éclaircissements, amènent parfois de la confusion. Ce qu'on a souhaité faire aujourd'hui, c'est pouvoir avoir l'occasion d'échanger sur ce qu'est ce règlement, pourquoi il nous impacte dans nos domaines des ressources humaines. Et l'angle d'approche de cette présentation sera donc de rappeler les grands principes de cette loi, sera de présenter quels sont les nouveaux droits qu'amène cette loi, sera de présenter les sanctions et de présenter quelle est l'approche pragmatique, simple de mise en place. Donc, je pense que pour certains, vous allez peut-être découvrir ce qu'est la RGPD. Pour d'autres, vous allez, je l'espère, conforter des approches et des projets que vous avez déjà lancés, sachant que le but, c'est d'être vraiment le plus pragmatique possible et de focaliser vraiment sur l'esprit de la loi, pourquoi elle a été faite, ce qui nous éclaire beaucoup dans ce qui est vraiment nos priorités dans le cadre de notre approche de mise en conformité. Alors, justement, par rapport à l'esprit de la loi, pourquoi cette loi? La première chose, c'est un petit rappel qui est nécessaire. D'où vient cette loi? Elle vient du fait qu'il y a un décalage actuel, toujours présent, entre les capacités techniques autour de la capacité de stocker, consolider, traiter des données personnelles de nous tous, citoyens européens. Et cette capacité a énormément progressé, si peu de le dire. À l'inverse, il y a un décalage par rapport au contexte législatif. Alors, quelques dates clés. Il faut savoir, par exemple, la prise de conscience de la sphère publique et politique des risques autour des données personnelles, finalement, elle est assez récente. Les premières affaires qui ont éclaté sur la sphère publique sur des détournements de données en masse, on peut citer en 2000, c'était le réseau Échelon, pour ceux qui s'en souviennent, c'était les États qui ont mis en place avec les États-Unis la capacité d'intercepter toutes les transmissions numériques. Ça a été un peu un choc pour tout le monde de se rendre compte que son téléphone portable, ses emails et toutes les communications qui passaient soit par les satellites, soit par les câbles, pouvaient être interceptées, sont interceptées, stockées à notre insu par des États. La deuxième affaire, c'est l'affaire encore plus célèbre dite Snowden, et ma foi récente, en 2013, qui a montré que la capacité d'interception prenait désormais des aspects absolument gigantesques,
tant par les interceptions sur nos ordinateurs portables, sur nos téléphones. Pour la petite histoire, je vous rappelle que Donald Trump s'inquiétait d'être espionné par son micro-ondes. Ben, ça vient de ça, ça vient de cette perception que tout appareil électronique, je ne parle pas des enceintes, que certains d'entre vous ont peut-être chez eux, des enceintes Google, ont la capacité d'intercepter des données qui vous sont propres. Votre voix, elle vous appartient. Vous n'avez pas forcément envie que quelqu'un l'enregistre et puisse la réutiliser plus tard pour la mettre dans un GPS. Pourtant, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est désormais, grâce à ces affaires, on s'est bien rendu compte de la capacité d'interception de nos données personnelles. La deuxième chose, c'est les dates de jugement autour de ces données personnelles sont encore plus récentes. Un des premiers jugements autour de cela, c'est le droit à l'oubli. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était, je crois, en Espagne, où un Espagnol a attaqué Google en disant « je ne veux plus que mes données soient accessibles sur Google » et ça date de 2014. Dans le même titre, c'est un Irlandais qui a attaqué, j'ai un trou de mémoire sur la société, si c'était Facebook, je crois, sur le fait que ces données étaient transférées aux États-Unis. On s'est rendu compte qu'effectivement, non seulement on communiquait nos données, mais elles pouvaient être transférées, réutilisées sur des endroits qui nous sont parfaitement inconnus. Et puis la dernière chose, c'est on se rend compte que ce contexte législatif n'est pas du tout adapté. Alors, j'en parlerai plus en détail, mais clairement, entre ce dont je viens de parler, donc la mondialisation des échanges, des flux de données qui partagent les frontières, aujourd'hui, clairement, on a des contextes législatifs locaux, nationaux, qui ne sont pas vraiment adaptés. Un deuxième point à prendre en compte, c'est l'explosion des données. Donc là encore, quelques chiffres. En 2017, c'est 90 milliards d'applications qui ont été téléchargées sur les téléphones portables. En moyenne, on en a 23 par personne. Alors, je vous laisserai vérifier sur vos téléphones, mais pour toutes ces applications, combien de fois, quand vous êtes enregistré, vous avez saisi votre nom, votre prénom, votre téléphone, votre email, des fois votre date de naissance, qui sont des données clairement réutilisées par la suite, sans qu'on sache vraiment comment d'ailleurs. Qui lit les clauses détaillées que des contrats quand on s'inscrit à ces applications, peu de gens. Encore une fois, un exemple amusant, c'était, je crois, une société qui a développé un petit service, une petite application qui avait mis dans ses clauses qu'on s'engageait à être son esclave pendant 40 ans. Sur les 40 000 personnes qui se sont inscrites sur le site, il n'y en a que un qui a dit « moi, je ne veux pas signer ce contrat parce qu'il y a cette clause ». Donc, on se rend, en fait, au-delà de la blague, on ne sait pas, on ne maîtrise pas pourquoi ces données sont collectées et ce qui en est fait plus tard. Donc, la loi va nous accompagner là-dessus. Et au-delà du volume de données connectées, il y a aussi un accroissement qu'on constate tous les jours, c'est que par exemple, ce qu'on peut appeler l'Internet of Things, donc les objets connectés. Les estimations, on avait à peu près 4 milliards d'objets connectés, donc on peut parler des montres, on peut parler des téléphones portables, mais là-dessus, le volume reste assez, je dirais, stable désormais. Et pourtant, les projections disent qu'il y aura 17 milliards d'objets connectés à peu près à fin 2017 et de 50 à 80 dans 3 ans. 50 à 80 milliards. Alors, on est 6 milliards, ça veut dire qu'en moyenne, on sera environné par 6 à 7 objets connectés. Et c'est vrai, on voit bien une explosion des outils qu'on utilise, comme les bracelets connectés, comme les écouteurs, comme beaucoup de petits objets qui ont de plus en plus trait d'ailleurs à des choses sensibles, comme la santé, comme le sport, comme notre qualité de sommeil. Et de fait, ce sont des données qui se rapprochent de plus en plus de nous, de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Et de fait, le risque autour de ces données, si elles sont détournées, si elles sont mal utilisées, est de plus en plus fort pour nous en tant qu'individus. Pourquoi c'est d'ailleurs de plus en plus fort? Je crois que c'était en 2017, le ministère de l'Intérieur a dit que la catégorie de vol, enfin la catégorie de problèmes qui avait le plus en France, je crois que le premier c'était effectivement
les cambriolages. Le deuxième, je crois que c'était les accidents de la route. Et le troisième, c'est l'usurpation d'identité. Désormais, beaucoup de gens, on en a même connu peut-être personnellement, c'est arrivé dans le cadre de notre société, hein, Sherpas, où un employé s'est retrouvé en situation d'usurpation d'identité. Et ça vient exclusivement de la capacité de vol de nos données personnelles. C'est avec nos données personnelles qu'on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et on peut désormais avoir des impacts directs sur nous en tant que personne liés à ces données personnelles qu'on échange. Donc la loi est venue pour changer cette perception. Alors, les textes de loi jusqu'à présent, alors j'irai très vite là-dessus, je pense que vous le savez, mais en France, le texte de loi date de 1978. Alors, en 1978, il y en a peut-être autour de, en train de nous écouter qui n'étaient même pas nés. Moi, personnellement, j'ai été né, mais il n'y a pas si longtemps que ça, et le niveau d'informatique en 78 était très, très loin de ce qu'il est maintenant. Donc, certaines capacités, et vous verrez plus tard qu'on parle par exemple de capacité de profilage, étaient complètement inattendues, non évaluées dans les textes de loi de la loi informatique et liberté de 78. Pour être complet, on a depuis une évolution de cette loi avec la loi pour la République numérique de 2016, mais qui n'a pas changé grand-chose, sauf concernant justement les sanctions sur ces données personnelles, et je reviendrai sur le sujet plus tard. Pour ce qui est de l'ordre du niveau européen, le texte de loi est un peu plus récent, mais néanmoins, il date de 95. Voilà, 95. Personnellement, moi, je sortais de mon école. Pareil, le niveau d'informatique était quand même assez faible. Et on se rendait compte que de toute façon, ce texte de loi restait des règlements locaux. Donc en France, c'est bien la CNIL qui impose ce texte de loi. Et ça veut dire que les réglementations autour de la protection de nos données personnelles sont différentes d'un pays à l'autre. Donc l'Europe a pris ce problème à bras-le-corps et a décidé de mettre en place le règlement règlement général sur la protection des données. Alors c'est un texte de loi qui en fait départ récent sous l'angle de quand est-ce qu'on a commencé à y réfléchir en Europe. Ça date en fait de 2012, hein, et pendant 4 ans, le texte a pris 4 ans à être défini et voté. Donc c'est en fait un texte qui est voté depuis 2016, depuis avril 2016, et qui indique une date de mise en application au 25 mai 2018. C'est un règlement, et pour ceux qui ne le savent pas, un règlement, ça veut dire qu'il ne nécessite pas justement de transposition dans le corpus législatif de chaque pays membre européen. Ça veut dire qu'il s'applique immédiatement à tous les pays européens dès le 25 mai 2018. Donc on n'aura pas à attendre de la CNIL des ajustements. Je fais quand même un petit bémol. Il y a à peu près je crois, une cinquantaine de points sur lesquels le texte de loi européen permet aux pays locaux d'amender, je dirais plutôt de compléter les critères, mais néanmoins, ça ne pourra jamais être inférieur aux protections qu'apporte ce règlement européen et aux droits qu'il donne à tous les citoyens européens. Et le but de cette loi, c'est de dire, jusqu'à présent, on avait plutôt un contexte et une protection des données a posteriori et déclaratif. Exemple, vous créez un processus dans lequel vous décidez en termes RH, je sais pas, de stocker dans un fichier au niveau de l'employé le salaire moyen et la ville où il habite pour faire une analyse statistique du salaire par rapport à l'endroit qu'il a par rapport à l'endroit où il habite. Ce fichier-là, une fois que vous l'aviez fait, vous le déclariez à la CNIL qui disait c'est bon, c'est pas bon, avec votre correspondant informatique et liberté. Donc c'était du a posteriori. Désormais, la loi finalement décharge les autorités de régulation nationale de ce contrôle, et à l'inverse, responsabilise, demande que ceux qui les traitent, ceux qui gèrent ces données, qui font ces processus, soient les principaux responsables de la garantie de la sécurité autour de la protection de ces données personnelles. Donc, on va parler de notion de responsable de traitement, et tout le texte de loi dit ceux qui font des traitements sur ces données personnelles, c'est à eux, de manière proactive, d'identifier les traitements qu'ils font, de les garantir en termes de sécurité, et aussi d'être prêt à répondre aux nouveaux droits que les citoyens européens ont dans le cadre de ce texte de loi. Est-ce que tu peux
peux préciser ce que c'est que DCP, parce que j'ai des questions. Oh, alors, qu'est-ce que c'est que le DCP? DCP, c'est une donnée à caractère personnel. Merci pour la question, c'est pile poil ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'une donnée à caractère qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? C'est une donnée qui permet de vous identifier, vous, un être physique, de manière directe, et c'est là où ça fait des fois un peu peur, de manière indirecte. Donc évidemment, un nom, un prénom, une photo, ça permet bien de vous identifier, mais de manière indirecte, une adresse, si vous habitez dans un immeuble, ça permet pas de vous identifier directement. Par contre, indirectement, par croisement avec, par exemple, votre nombre d'enfants et votre modèle de voiture, si je pousse un peu le bouchon, par croisement, et d'où le rappel à la notion de profilage que j'avais évoqué précédemment, c'est des données qui peuvent permettre de vous identifier de manière indirecte. Donc voilà, des données à caractère personnel sont des données qui permettent d'identifier une personne physique. Et j'insiste sur le terme physique, bien entendu, ce texte de loi n'est pas fait pour protéger les sociétés. Donc, si vous gérez les contacts de, par exemple, vos fournisseurs, mais que vous stockez le nom de la société, l'adresse de la société et même le RIB de cette société pour pouvoir la payer, le texte de loi ne s'applique pas pour eux. Ça, c'est bien fait pour protéger les citoyens, les personnes physiques, et pas les personnes morales. Hein, donc, les personnes concernées sont les citoyens de nationalité européenne. Et donc, le but, c'est, comme je disais précédemment, de responsabiliser les personnes nous tous, qui traitons des données personnelles. Parce que oui, dans le monde des ressources humaines, on a tendance à quand même collecter et traiter des données personnelles. Le nom, le prénom, l'adresse, le RIB, dont j'ai parlé précédemment, pour faire de la paye, c'est plutôt utile. Donc, qui n'a pas ces informations dans nos systèmes de gestion administrative, de paye, nos systèmes de gestion d'entretien, de gestion de performance, de gestion de talent, nos systèmes de recrutement sont des systèmes qui par nature gèrent des données personnelles. Donc en tant que responsable, nous sommes tous, nous aussi à Sherpas, nous avons des employés, vous avez des employés, vous gérez les données personnelles de vos employés. Et en plus, par vos activités, voilà, vous êtes, je vais prendre un exemple bête, mais vous vendez des chaussures sur un site internet. Pour s'inscrire sur un site internet, il faut bien demander un nom, un prénom, puis pour faire les paiements à un RIB, vous gérez aussi les données personnelles de vos clients. Et là, donc quand on parle de B2C, de business à consommateur, très souvent, c'est bien des données personnelles que l'on gère aussi. Voilà. Donc le texte de loi responsabilise les gens qui collectent, qui traitent ces données personnelles. Alors qu'est-ce qu'un traitement? C'est extrêmement large. J'ai essayé d'y réfléchir, de trouver un cas qui ne serait pas un traitement de données personnelles. Je l'ai pas trouvé parce que alors je vais vous citer l'extrait du texte de loi, mais qui dit voilà, le traitement, c'est la collecte, c'est l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication, la diffusion, l'interconnexion, la limitation, la suppression de données à caractère personnel. C'est difficile de ne pas tomber là-dedans. Voilà, très pragmatiquement, un gestionnaire de paye qui accède à toutes les données de vos employés, vous faites un traitement de consultation sur les données personnelles de vos employés. Vous êtes une société de services qui proposait de l'hébergement de systèmes. Hein. Donc, je m'appelle HP et je propose des serveurs dans lesquels je stocke les données de mes clients. Je fais un traitement d'hébergement de données personnelles. Je suis concerné par le texte de loi. Sous-entendu, je dois me responsabiliser pour garantir la protection de ces données que j'ai collectées auprès de citoyens européens. Voilà. Alors, est-ce qu'on est concerné? Donc, je le rappelle, ce texte est un texte européen et donc il protège tous les citoyens européens. Donc, par défaut, évidemment, nous sommes tous, sauf erreur, voilà, des clients français qui gérons des données d'employés français, ou de clients, où nous faisons des processus qui gèrent des clients en France. Nous sommes concernés. Et finalement, ce texte peut s'appliquer, et c'est un de ses avantages, au-delà de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il protège les citoyens européens, quelle que soit la localisation du site, enfin de l'outil, du responsable de traitement qui opère, qui collecte et qui crée ces données.
Ah, pourquoi? Parce que si jamais ce n'était pas le cas, des gens comme Facebook, Amazon et Google ne seraient pas concernés par ce texte de loi. Or, je vous le dis clairement, l'analyse qu'on en fait chez Sherpa, c'est que ce texte de loi, il n'est pas fait pour nous embêter, nous, qui travaillons dans la gestion des ressources humaines, et il cible bien plus ce qu'on appelle les GAFAM, dont le métier est de collecter des données personnelles et de les utiliser, si j'ose dire, en poussant un peu le bouchon à notre insu. Le fait est qu'on est pris dans le tourbillon de cette loi parce que nous, dans nos métiers ressources humaines, nous traitons énormément, voire exclusivement, des données personnelles pour nos employés ou pour les clients dans le cadre d'une relation de sous-traitance. D'accord? Alors, ce texte de loi donc va rappeler, renforcer certains droits que nous avons tous en tant que citoyens européens autour des données que l'on gère, que l'on collecte et que l'on gère. Donc le premier, c'est le droit d'être informé. Et typiquement, le texte de loi impose à nous tous, qui gérons ces données, qui avons des données personnelles pour des personnes, d'en tenir un registre. Alors vous allez beaucoup entendre parler de registre de traitement. Le registre de traitement, c'est ça, c'est être très clair sur voilà les données que je collecte et voilà pourquoi je les collecte. Donc on va parler de la finalité du traitement. Le texte là encore une fois, dans le monde des RH, c'est relativement clair. Si on collecte des données, c'est pour payer les gens, c'est pour gérer leurs entretiens annuels, c'est pour avoir la capacité de les recruter. Il n'y a pas trop de débat. Le débat porte bien plus pour un site internet comme Facebook qui collecte des données, mais qu'est-ce qu'il en fait réellement derrière? A priori, il les collecte pas juste pour pouvoir les afficher sur la page Facebook, il les connecte parce qu'il fait des analyses croisées qu'il revend à d'autres clients. Son business model, c'est l'analyse des données, et on ne le sait pas. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas combien de temps ils vont les conserver, on ne sait pas exactement pourquoi faire. Donc le droit d'être informé sous-entend que nous, responsables de traitement, nous devons obtenir un registre qui dit quelles données on collecte, pourquoi on les collecte, et d'ailleurs, combien de temps on va les conserver. Donc la durée de conservation doit être très précisément définie, et qui dit durée de conservation dit qu'à la fin de la durée de conservation, il va bien falloir les supprimer. Donc ça, c'est le droit d'être informé, et tout citoyen peut demander à une entreprise quelles données personnelles vous avez sur moi. Voilà. Alors honnêtement, je ne vois pas trop d'impact dans le monde des ressources humaines, à part peut-être un employé un peu énervé qui demande je veux que vous me communiquiez toutes les données que vous avez sur moi. Mais dans le cadre des grands groupes et dans le cadre des entretiens annuels, peut-être savoir quelles sont toutes les données conservées par l'entreprise pour se dire il y a des choses qu'on sait sur moi qui ne devraient pas être là, style tiens, on n'en a pas parlé, mais dans les cas des données personnelles, certaines données personnelles sont dites sensibles. Typiquement les données personnelles d'origine ethnique, les données personnelles d'orientation sexuelle, les données personnelles d'orientation politique, les données personnelles de rattachement syndical, les données personnelles liées à la santé. Ces catégories de données-là sont des données qu'on n'a pas le droit de stocker, de demander, de conserver, sauf accord explicite de l'employé ou sauf cas de force majeure pour la sauvegarde de la santé, enfin pour la sauvegarde de la vie de l'employé. Typiquement, un employé hémophile, il faut qu'on ait cette information en tant qu'entreprise pour pouvoir bien réagir en cas d'accident. Mais ce sont des exceptions, il faut que ça soit extrêmement tracé. C'est typiquement un cas où certains employés veulent savoir un petit peu par hasard, est-ce qu'on stocke pas des données personnelles qui ne seraient pas un petit peu intrusifs, style, par exemple, tout ce qui est autour des caméras de surveillance. Est-ce que vous savez exactement où j'étais, ce que je faisais? Voilà, ils peuvent avoir le droit de nous le demander à partir de mai 2018. Le deuxième est assez naturel, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est évidemment le droit de pouvoir le faire modifier. Voilà. Dans notre cas, ça ne pose pas vraiment de souci. Dans le monde du commerce habituel, des fois, ce n'est pas nos bonnes données qui sont faites, les informations sont mauvaises et après se répercutent. Et ad vitam aeternam, tout ça est assez lié avec le droit à l'oubli dont je vais venir après. Alors le droit de restreindre le traitement, c'est pareil, c'est une loi qui va, je pense pas trop c'est un droit qui va pas trop nous impacter, mais qui impacte de manière générale les citoyens. C'est si jamais je participe à une enquête au téléphone, on me dit bonjour, voilà, est-ce que vous pouvez voilà une enquête INSEE par exemple pour donner votre nom, prénom et puis couleur des yeux parce que on fait une enquête sur les couleurs des yeux des Français.
vous avez le droit de dire, oui, mais moi, je ne veux pas que ces données soient utilisées pour autre chose que faire une analyse pour la couleur des yeux. Donc là, ça cible encore une fois le droit de restreindre le traitement, cible encore une fois ceux dont le métier de vivre sur l'analyse des données et la revente pour un but, une finalité qui n'est pas celle pour laquelle ces données ont été collectées au début. Voilà. Le droit de contester, alors c'est particulier, là aussi, je pense que ça nous concernera peu, mais c'est le fait que un employé peut justement réclamer, dans le cadre de restreindre le traitement, de la restriction du traitement, on peut constater l'utilisation qu'on fait de ces données. Les seuls cas qui peuvent éventuellement nous impacter dans le monde des RH, c'est peut-être le droit de contester les décisions automatiques, par exemple, d'augmentation en fonction du volume moyen, de la performance moyenne calculée. Enfin voilà, il y a des, je vais en parler après, mais il y a un droit qu'on va appeler le droit de restreindre le profilage, qui est probablement celui qui nous impactera éventuellement le plus par rapport au droit de contester. Le droit d'accès, c'est tout bête, mais c'est juste dire que non seulement on a le droit d'être informé de quelles données on collecte sur moi, mais j'ai le droit de demander à une entreprise, donnez-moi toutes les données que vous avez sur moi. Pour la petite histoire, là encore, ça cible plus les grandes sociétés qui collectent ces données que le monde des RH, mais néanmoins, ça peut arriver. Et un cas qui a défrayé la chronique récemment, c'est quelqu'un qui avait demandé, une femme qui demandait sur un site, je crois, de rencontre, toutes les données qu'elle avait sur elle et qui avait reçu 800 pages. Donc ça a bien montré que, oulala, il y a quand même beaucoup de données qui sont stockées et dont on ne sait pas forcément. Et donc là, on n'a pas le droit de refuser l'envoi des données personnelles à quelqu'un pour qui on les a collectées. C'est un droit. Le droit à l'effacement, j'en ai parlé un peu avec le droit d'être informé. Donc, on a le droit de faire supprimer ces données. Bien entendu, à nous d'expliciter dans notre registre pourquoi on les conserve sur une certaine durée. Et personne ne peut s'opposer à l'effacement des données personnelles au-delà de l'intérêt légitime ou légal que nous avons de conserver ces données. Alors, dans le cas des RH, il y a des dates connues. Par exemple, on doit conserver pendant 5 ans minimum les données du registre du personnel. On doit conserver pendant au moins 1 an les données de gestion des temps. Voilà, il y a différentes durée minimale de conservation. À nous, en tant qu'entreprise, à nous, en tant que responsable de traitement, de définir quelles sont les données qu'on estime justes, nécessaires pour conserver ces données. Et à la fin de cette durée, on se doit de les supprimer. Voilà. Le droit à la portabilité des données, c'est pareil, c'est un droit qui ne va pas trop nous concerner côté RH, qui est d'ailleurs compliqué à mettre en œuvre. Le principe semble simple, voilà, si je confie mes données par exemple à Uber, je dis mon nom, mon prénom, où est-ce que j'habite, et ben si je veux passer au service taxi privé, j'ai le droit que mes données personnelles soient transférées de manière simple et si possible automatique, sans même passer par moi, employé, citoyen, que mes données personnelles soient transférées de Uber je disais quoi déjà, taxiprivé.com. Un prestataire en fait. Voilà. Le but étant de dire, là, le but étant l'inverse de attention à ce que vous faites des données, le but étant aussi, si je vous ai donné mes données, c'est que je suis censé, vous n'avez pas le droit de m'interdire ensuite l'accès à ces données. Donc, ce sont mes données et j'ai toujours le droit de les utiliser. Donc, sous-entendu, vous pouvez pas les garder que pour vous et après, je pourrais plus les réutiliser. Et le dernier, donc, c'est vraiment une nouveauté typiquement par rapport à la loi informatique et liberté, c'est je peux interdire à ce qu'on fasse du profilage sur mes données. Donc, et de manière un peu, je l'avoue, générique, je peux interdire qu'on prenne des décisions automatiques qui me concernent directement sur la base des données personnelles que vous collectez. Alors, ça adresse encore une fois, selon notre analyse, très peu le monde des ressources humaines. Je parlais du cas éventuellement des augmentations automatiques. Je pense que le monde du recrutement va devoir regarder ça avec attention parce qu'effectivement, avec tout l'évolution autour de l'intelligence artificielle, sur l'analyse des données qu'on fait, par exemple sur les bases de CV LinkedIn pour proposer des CV les plus ajustés à nos besoins, la contrepartie de ça, c'est qu'il y a des gens qui vont être automatiquement rejetés
des postes d'emploi parce que les robots de profilage vont dire que leur profil ne correspond pas. Je pense que dans le monde du recrutement, il va y avoir certainement à se poser la question vis-à-vis du respect de ce texte de loi. Voilà, donc ça, c'est vu de haut les droits des citoyens européens. Et nous tous. Alors, une petite précision, Guillaume, alors déjà, il est 32. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, les gens s'intéressent pour savoir si ça ne concerne que les entreprises de l'Union européenne, puisque tu parles des citoyens européens. Mais alors non, toute entreprise, qu'elle soit basée en Europe ou non, à partir du moment où elle collecte, elle fait un traitement sur des données personnelles de citoyens européens, est concernée. Comme je le disais, c'est grâce à ça que Amazon, Facebook, qui ne sont pas des sociétés européennes, sont concernés. Et donc, si vous êtes une société, si vous êtes la filiale d'une société américaine ou d'une société africaine ou d'une société en Asie, et que c'est dans le cadre c'est dans votre société maison mère basée dans un autre, en dehors de l'Union européenne, que sont les outils et les processus de gestion de ressources humaines, mais qu'à l'intérieur de ces outils, vous payez des gens en Europe ou en France, alors oui, cette société est concernée. Voilà. Le critère, le critère, c'est est-ce que dans l'outil, il y a au moins la donnée d'un citoyen européen. Alors, quand on parle des expatriations, on voit très vite que c'est difficile pour les grands groupes d'éviter d'avoir des citoyens européens dans nos systèmes d'information. Maintenant, on va parler des sanctions. Alors, là, on voit un chiffre. Alors, je vais peut-être passer sur celui d'après d'abord, et je reviendrai sur celui-là. Alors, les sanctions, donc, je le rappelais, la loi informatique et liberté, et d'ailleurs, c'est arrivé. C'était 150 000 euros. Voilà, Google a été condamné à 150 000 euros en 2016 par la CNIL. Je suis dans quelle affaire. En 2016, il faisait 70 milliards sur le travail rien que sur le bénéfice qu'il fait en traitant les données personnelles, en ciblant la publicité, en revendant des analyses croisées sur nos données. 70 milliards en France. Le pire qu'il pouvait avoir, c'est 150 000 euros. La loi sur la République numérique que j'ai eu l'occasion d'évoquer en 2016 avait déjà pris un peu le problème à bras-le-corps et avait multiplié par 20 l'amende. Donc, c'est 3 millions d'euros le plafond. Avec la loi, et ça c'est le grand, je pense que quasiment tout le monde est au courant de ça, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi, faut pas se mentir, je pense que voilà, quand il y a un gros bâton, et ben ça fait de l'intérêt au niveau des directions générales et financières et des directions d'audit de risque, c'est qu'effectivement la loi dit le plafond est désormais 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc voilà. Donc, ça peut représenter beaucoup avec un plafond effectivement à 20 millions d'euros. Et les différentes plateformes. Oui. Il y a des questions par rapport justement à ces sanctions. Oui. À savoir s'il y aurait éventuellement d'une tolérance prévue pour les petites entreprises pour lesquelles le coût de la mise en conformité donc serait difficile à absorber. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Et comme on le dit, c'est un plafond et le plafond est à juger par rapport alors le terme officiel, c'est à la violation des données personnelles qui s'est effectuée. Or finalement, pour donner un exemple idiot, si vous gérez la paye de 20 personnes ou vous avez une structure de 20 personnes et que ces données se fuitent, ça reste que les données de 20 personnes à mettre en relation avec les 400 millions d'emails Yahoo qui ont été perdus ou peut-être je sais plus quel autre, qui avait perdu 1 milliard aussi de coordonnées bancaires, ou par exemple il y avait les fameuses adresses email d'un site un petit peu olé olé qui s'était retrouvé sur le net. Voilà, donc il est très clair que aussi bien pour les petites entreprises, donc que aussi vis-à-vis, même pour les grosses entreprises, le volume de données qui sont réellement sur lequel il y a un problème de sécurité de données, en cas d'amende, sera pris en compte. Et la deuxième raison, le texte de loi dit clairement que c'est souvent pas dans la mesure des moyens, mais en tout cas, on doit faire tous les efforts nécessaires. Oui, mais ils jugeront de la capacité de l'entreprise de le faire. Il ne faut pas qu'il y ait un côté déraisonnable entre les moyens à mettre en œuvre et la taille de vos entreprises. Ce qui n'est pas toléré, ce serait de ne rien faire. C'est dire tant pis, on laisse passer. Après, à partir du moment où vous avez jugé on va en parler de la méthodologie juste après, mais dans la manière de juger du risque sur les données que vous traitez,
À partir du moment où vous mettez ce processus en place, que vous montrez que vous le faites donc de manière proactive, et c'est vraiment l'esprit de la loi de dire, vous gérez des données personnelles, vous devez vous forcer à réfléchir sur comment garantir la sécurité de ces données. Les moyens que vous mettez et le plan d'action que vous mettez face à ce plan de mise en conformité sera bien évidemment jugé par rapport à votre taille. Voilà. Mais le fait est que, qu'on le veuille ou non, il reste possible en cas d'amende que ce plafond reste un plafond de 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc, il y a tout un ensemble de cas de non-conformité qui sont ici cités. Hein. Donc, on va faire, voilà, typiquement, si vous traitez des données se rattachant aux mineurs, si vous n'êtes pas capable de répondre aux droits des personnes, si vous n'avez pas de registre de traitement. Donc, tout ça sont des motifs légitimes qui entraîneraient une amende pouvant monter à ce niveau-là, à la mesure du risque. Bon, j'ai pas mal de questions, peut-être c'est intéressant d'y répondre maintenant. Par exemple, des personnes me disent, oui, mais s'il y a une cyberattaque, comment faire? Oui, alors je vais vous donner notre exemple. Effectivement, une cyberattaque, les services informatiques doivent normalement faire de manière proactive des audits. On parle souvent, par exemple, de ce qu'on appelle les white hats. Hein, ce sont des pirates, mais des gentils pirates, dont le métier est de faire des attaques informatiques et de faire un audit mesurant du niveau de risque et de vulnérabilité de votre système informatique à ça. Après, personne ne peut se garantir à 100%. Hein, c'est le jeu du chat et de la souris entre le voleur et le gendarme. Donc, personne ne peut se prévenir à 100%. Donc, vous devez, au niveau de vos services informatiques, garantir qu'il y ait des audits qui soient faits. Donc, il y a des normes comme les normes ISO 27002 qui permettent de démontrer typiquement que vous avez mis en place des bonnes pratiques de sécurité informatique. Et puis, le deuxième aspect, c'est bien entendu les assurances. Typiquement, dans le groupe HRPAS, on a fait évoluer nos politiques d'assurance pour nous garantir et nous prévenir vis-à-vis des risques cyberinformatiques. Voilà. Donc, il faut que vous adressiez ces risques-là sous l'angle à la fois des processus et sous l'angle aussi de vos assurances. Voilà. Alors, comment s'y préparer? Pardon, je vais un peu vite. Comment s'y préparer? Je ne vais pas vous réinventer la poudre, il me reste que 2 minutes, mais pour vous dire que voilà, vous pourrez aller sur le site de la CNIL et vous verrez, ils essayent vraiment de nous accompagner, nous, entreprises qui gèrent des données personnelles, et donc ils prévoient une démarche en 6 étapes. La première, c'est désigner quelqu'un qui va mettre en place ce plan de conformité. Alors, je ne parle pas ici du délégué à la protection des données qui est un rôle particulier, je parle juste du fait que voilà, il faut bien qu'il y ait un projet en cours montrant qu'on a pris le problème à bras le corps. Et comment on prend le problème à bras le corps? Je vous ai parlé donc du registre des traitements. Il va falloir que vous fassiez l'inventaire auprès de vos directions RH, auprès de vos directions juridiques, auprès de la DSI, des différents cas où vous collectez des données personnelles. Et dans ce cas-là, quelle en est la finalité? Combien de temps c'est conservé? Le nerf de la guerre n'est pas de réfléchir, même si c'est naturel, au système d'information. Tiens, un système par système, qu'est-ce que j'ai comme données? Parce que des fois, rien que pour faire une paye, on va collecter peut-être des données dans un système de gestion administrative, on va le transférer vers un autre système dans lequel la paye est faite, et puis le fichier de virement va être utilisé dans un fichier de transmission bancaire. Donc, vous pouvez avoir plusieurs systèmes, mais tout le but de collecter le nom, prénom, le RIB, c'est dans un processus de gestion de paye. Donc, ne focalisez pas forcément sur les systèmes d'information, focalisez sur j'ai un traitement qui est un traitement de paye, qui est un traitement de gestion administrative, qui est un traitement de recrutement. Voilà les données que je collecte. Et voilà combien de temps je les conserve. Voilà. Après, la déclinaison éventuellement de la capacité de répondre aux droits de quelles sont les données que vous gérez, quelles sont les est-ce que je peux les modifier, est-ce que je peux les supprimer, ça, c'est effectivement un plan qui se décline système d'information par système d'information. Donc justement, une fois que vous aurez cette cartographie, vous pourrez peut-être voir là où il y a des risques. Et les risques, ça, voilà, par exemple, tiens, j'ai un système de paye, il est géré sur un PC de mon agence de Nantes. Si le PC il tombe, tout est perdu. C'est un risque. La perte des données non voulues, non souhaitées, données personnelles, c'est une anomalie. À l'inverse, tiens, si j'envoie régulièrement mon fichier de virement par email en clair à mon prestataire informatique, peut-être que c'est un risque quand même relativement important de fuite de données, qu'il serait mieux que je mette en place un cryptage. Voilà. Vous allez définir une liste d'actions par rapport à une évaluation de risque que vous faites, traitement par traitement, finalité par finalité. Dans le cas de ce traitement, est-ce que je prends un gros risque, un risque moyen ou pas, où il y a quasiment aucun risque vis-à-vis de ça? Et les moyens de se prémunir contre les risques sont très souvent la gestion des autorisations. Il faut avoir des procédures décrites. 2, on peut parler d'archives, on peut parler de cryptage
ou d'anonymisation, ou un terme un peu barbare de pseudonymisation, qui veut juste dire on garde des données, mais elles ne permettent plus de retomber sur un individu parce qu'elles ont été modifiées. Voilà. Donc, vous allez définir un plan d'action. Et ce qui va vraiment être attendu de la part de la CNIL, c'est que voilà, on a bien pris, nous tous pris le premier bras-le-corps, nous avons tous lancé le processus de registre, nous avons tous mis en place un plan d'action. Après, dans l'idéal, il faudrait que ce plan d'action sur les risques les plus élevés soit fait et clôturé pour mai 2018. Et justement, donc les risques, la CNIL met même à disposition un outil d'évaluation de risque. Donc là, vous allez dire qu'il y a un risque fort. C'est votre propre jugement, hein, donc sur un processus, une donnée particulière. Alors j'insiste, dans certains cas, c'est presque automatique. Si vous avez des données sensibles et pas de bol, le numéro de sécurité sociale, le NIR, est considéré comme une donnée sensible. Or, on la traite tout le temps. Hein, nous, le numéro de sécurité, rien qu'à cause de la DSN, hein, on est obligé de l'avoir. Donc on est obligé de faire une analyse de risque quand on a ces cas-là. Donc soit un risque très fort, soit des données sensibles. Donc il faudra mettre en place une évaluation, un plan, ils appellent ça un PIA, un Privacy Impact Assessment, désolé c'est en anglais, qu'il faudra faire. Les deux dernières étapes étant, évidemment, il faut s'organiser. Donc, je le redisais, décrire les processus. Qui chez vous sera éventuellement, alors on va en parler juste après, le délégué à la protection des données, mais surtout de manière très pragmatique, quand un employé ou un de vos clients, parce que vous êtes dans votre métier, votre processus consiste à collecter des données. Hein. Vous êtes un client donc, qui avait un site internet que vous ouvrez à vos clients, vous collectez des données. Si jamais un employé appelle en disant bonjour, je veux que vous me donniez la liste des données, ou bonjour, je veux modifier telle donnée. Est-ce que vous avez déjà des processus, des acteurs nommés pour répondre à ces droits que les citoyens européens vont avoir à partir de mai 2018? Et comme c'est une démarche proactive, il faut que ça soit documenté, il faut qu'on puisse produire cette documentation à la CNIL et il faut la faire vivre. Donc, ça n'est pas juste un effort jusqu'au 25 mai, c'est une bonne pratique récurrente qui nécessitera de faire des revues récurrentes de la liste de ces processus et de notre couverture de risque vis-à-vis de ce processus. D'accord? Et ça impacte donc l'aspect juridique. J'en reparlerai, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a un vrai sujet sur la légitimité de la finalité de la collecte des données. Sous-entendu, est-ce que je dois informer mes employés que je collecte ces données ou pas? Vu de très haut, dans le monde des RH, pas trop, parce que c'est pour des contraintes légales. Et quand c'est une raison légale ou une raison contractuelle qui nous fait collecter ces données, on n'a pas à demander l'autorisation préalable aux employés. Il y a des aspects métiers, donc les processus, comment mettre en place des processus pour répondre à ces droits et comment garantir que par la suite, on soit toujours organisé et à jour sur ces processus de gestion de données personnelles. Et puis évidemment, un impact système d'information quand on parle d'archivage, quand on parle de suppression des données, quand on parle de droit d'accès. Et juste pour terminer là-dessus, on est censé anticiper, pouvoir déclarer, c'est un autre pendant de la loi, si des données ont été perdues, s'il y a une violation des personnels. La plupart du temps, du hacking, il faut savoir qu'on a 72 heures pour le déclarer à la CNIL après qu'on en soit informé et qu'après, on doit informer les personnes informées dans les meilleurs délais, à savoir, à condition que ça soit faisable avec des moyens raisonnables, sinon il faut faire une communication publique. Voilà, le texte impose de dire vous ne pouvez pas garder secret le fait que vous avez perdu, vous avez fait voler des données personnelles. Voilà. Je terminerai sur le rôle du délégué à la protection des données pour dire que je vous invite à évaluer si oui ou non vous souhaitez mettre en place un délégué à la protection des personnels. Vu de très haut, si vous aviez déjà un correspondant informatique à Liberté, je vous suggère fortement de le transformer en délégué à la protection des données. La seule contrainte, c'est que vraiment, comme un peu comme un responsable sécurité informatique que vous avez peut-être dans vos entreprises, ça va être un rôle qui doit être le plus indépendant possible des comités de direction, mais qui doit justement ne pas faire partie des comités de direction pour avoir cet aspect indépendant dans garantir que du respect du traitement des données personnelles. Voilà, donc c'est une notion de... Et voilà, la loi rappelle la notion de non-conflit d'intérêt important pour les délégués à la protection des données. Voilà. Et je terminerai pour dire que, vous l'avez dit, vous êtes prêts. Certains ont commencé, certains n'ont pas commencé. Or, vraiment, ce qui va être très mal perçu par les auditeurs tels que la CNIL, c'est qu'on n'ait rien lancé avant mai 2018. Donc, je vous invite fortement à au moins lancer le projet, à lancer l'aspect de définition de vos registres de traitement, à vous poser la question de la légitimité de la collecte de ces données et à pouvoir définir à minima un plan d'action là où vous avez identifié des risques forts. Voilà.
Et clairement, vous l'avez montré, les chiffres n'ont pas changé. On est toujours à peu près 50-50 entre les gens qui ont commencé et les gens qui n'ont pas encore commencé. Voilà. Ce qu'on voulait faire, et je vais m'arrêter là, c'était, j'en parlerai pas ici, mais vous aurez les slides à la fin de ce webinaire. Vous verrez que quand on parle de SIRH, on a vraiment une approche assez fragmentaire et on peut le dire partielle au niveau solution de la conformité à ça. Donc j'ai mis les différentes réponses des différents éditeurs sur la RGPD à date. On voit bien que aucun n'est prêt, aucun. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a aussi des outils plus génériques qui commencent à arriver sur le marché. J'en parle d'un qui s'appelle Next Privacy, avec lequel on a un partenaire, qui permet justement de s'affranchir de cette problématique et solution par solution de mise en place de l'anonymisation, les listes des personnes qui ont accédé aux données personnelles, etc. C'est très compliqué à faire SIRH par SIRH, et quand on est en groupe, on a de nombreux SIRH. Voilà. Et il peut être intéressant des fois d'envisager des solutions de compliance génériques. Voilà. Mais à ce titre, d'ailleurs, on va organiser un webinaire dédié sur les solutions de compliance génériques d'ici 15 jours. Voilà, je m'arrête là et je vais laisser la parole à Mathieu. Merci pour votre écoute et je reprendrai la parole dans les 5 minutes qui restent. Mathieu, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, l'objectif aujourd'hui, très rapidement, c'est de vous présenter un petit peu la démarche qu'on est en train de mener chez Leroy Merlin en termes de data compliance. Donc, dans un premier temps, cette démarche, on l'a initiée, je dirais, mi-2017 à peu près, en commençant justement à se poser la question de ce que le RGPD allait apporter, des contraintes qu'il allait nous mettre. On a un positionnement un petit peu particulier chez Leroy Merlin vis-à-vis de ça, puisqu'on est impacté de deux côtés. On est impacté à la fois du côté RH, évidemment, avec le stockage des données de nos collaborateurs, mais on est impacté également du côté commerce, puisque en tant qu'entreprise de distribution et notamment de distribution aussi par Internet, on collecte et on stocke un certain nombre de données sur nos clients. Donc, dans un premier temps, ce chantier de data compliance a été abordé, je dirais, a été divisé en deux. C'est-à-dire qu'on a commencé par mener d'un côté un chantier autour de la data compliance client, qui était vraiment la priorité qui a été mise sur l'entreprise et le chantier qui a démarré le plus tôt. Et puis, assez rapidement derrière, on a lancé un chantier autour de la data compliance RH. Donc, derrière ça, la constatation, ce qu'on a effectivement observé après à peu près 6 mois de travail, c'est que ces deux chantiers se recoupaient sur un certain nombre de sujets et qu'on avait donc tout intérêt à regrouper les deux et à avoir un chantier data compliance commun. Donc, c'est ce que je vais vous détailler un petit peu plus ici. Donc, dans un premier temps, l'objectif de ce chantier a été à la fois de définir le périmètre. Donc, qu'est-ce qu'on entend par gouvernance des données, qui sont les acteurs, quels sont les rôles. Alors, bien évidemment, on entend parler, on l'a abordé juste précédemment, du DPO. Chez nous, on a fait le choix d'accompagner la nomination de ce DPO par la mise en place de ce qu'on appelle un comité data. Ce comité data, il a vocation donc à la fois à accompagner le DPO et en même temps à lui fournir des points d'entrée dans l'ensemble des services et des directions de l'entreprise qui manipulent de la donnée. Il est constitué d'une grosse demi-douzaine de personnes issues de la RH, du marketing, de l'informatique, de la sécurité, etc. Et ces personnes sont toutes identifiées comme étant des points d'entrée pour toutes les questions relatives à la gestion des données. Donc ces personnes demain seront les relais auprès du DPO des informations qui seront amenées par leur direction, mais devront avoir véritablement un rôle de conseil et afin de limiter au maximum leur possibilité, je dirais, d'être à la fois jugées parties, ces personnes ont un rôle de consultation vis-à-vis du DPO qui à terme sera forcément la personne amenée à prendre les décisions. Donc, fort de ça, les premiers chantiers auxquels on s'est attaché, c'est de définir quelles étaient les règles d'utilisation de nos données, d'un côté, donc à la fois en termes d'accès, d'hébergement, d'archivage, un point
peut paraître un peu simple, mais à un moment donné, quand on a décrété que dorénavant toutes nos données informatiques seraient hébergées en Europe de manière obligatoire et en France de manière préférentielle, ça a forcément des impacts informatiques et organisationnels extrêmement importants et sur lesquels on est encore aujourd'hui en train de traiter les impacts de ces décisions-là. On s'est également très rapidement attaqué aux règles de sécurité sur nos applications. Donc, typiquement, des règles qui nous amènent à crypter les données sur des applications qui manipulent de la donnée client ou de la donnée collaborateur, qui nous amènent à choisir également des fournisseurs d'accès et des prestataires en fonction de leur capacité à répondre à ces règles de sécurité. Et puis, une fois ce cadre général fixé, donc à la fois le comité data d'un côté, les règles d'utilisation des données et les règles de sécurité des applications, eh ben, on s'est attaqué à l'état des lieux afin de pouvoir recenser nos traitements, lister l'ensemble des données à caractère personnel, cartographier tout notre SIRH. Alors là, je parle SIRH parce que c'est la partie qui me concerne plus personnellement, mais cartographier globalement notre SI en termes d'application et de flux, afin de savoir à tout moment où sont collectées les données, où elles sont stockées et où elles sont redistribuées. C'est véritablement ça l'enjeu et la finalité qu'on souhaite atteindre. Donc, fort de cet état des lieux, on s'est ensuite attaqué. Alors, on peut passer au slide suivant. J'ai pas forcément la main pour. Ah bah voilà, parfait. On s'est ensuite attaqué, donc une fois l'état des lieux fait et je dirais la cible définie, on s'est attaqué à cette mise en conformité. Et très concrètement, on est encore en plein dedans. Aujourd'hui, cette mise en conformité, elle est sur deux axes. D'une part, un pilotage des actions qui sont réellement mises en œuvre. Donc, on a écrit des feuilles de route, on a écrit des plans d'action, à la fois par outil, par métier. On a commencé également à communiquer, c'est-à-dire qu'au niveau de nos collaborateurs, typiquement, on a commencé à communiquer sur ce qu'on faisait de leurs données, quelles données on collectait, pourquoi on les collectait, quelles utilisations on en faisait, comment il pouvait y avoir accès. Alors, ce qui nous aide beaucoup là-dedans, c'est qu'on est également dans un process de changement de SIRH et que ça nous amène à mettre en place un portail collaborateur qui va permettre demain aux collaborateurs d'avoir accès et d'exercer son droit de rectification sur un grand nombre d'informations le concernant. Mais on a également mené ce chantier-là en parallèle au niveau marketing et au niveau client, en changeant la manière dont on collecte les données, les formulaires de collecte de données clients sur notre site Internet, pour recueillir les consentements, historiser ces consentements et s'assurer au maximum que ces consentements sont bien éclairés. Et puis, en parallèle donc de ces plans d'action et ces actions de communication, eh bien, on commence là maintenant à mener des audits de conformité qui vont nous indiquer cette fois-ci de manière beaucoup plus précise, application par application, quel est le chemin qui nous reste à parcourir pour arriver à une conformité complète de l'outil. Et en parallèle donc, de toute cette mise en conformité, on travaille directement sur la documentation à ce niveau-là, puisque bien évidemment, mettre en conformité nos outils, c'est primordial, mais derrière, le jour où on va se faire auditer par la CNIL, parce qu'on est de toute façon assez convaincu que c'est pas si on sera audité, mais plutôt quand est-ce qu'on sera audité, le jour où ça arrivera, si l'ensemble des process ne sont pas documentés, si l'ensemble de nos traitements ne sont pas listés, si toutes les actions et les plans d'action qu'on a mis en route ne sont pas suivis, on aura forcément très peu de choses à fournir à la CNIL et à ce moment-là, on se retrouvera en difficulté. Alors, le choix qu'on a fait également à ce niveau-là, je vous ai indiqué sur le slide liste des déclarations CNIL, on a fait le choix de continuer à déclarer auprès de la CNIL nos traitements et nos applications, de manière en fait à documenter l'ensemble de ces actions dans un format qui soit familier pour la CNIL et qui nous permette effectivement, en cas d'audit, en cas de contrôle, d'avoir une base de travail que la CNIL connaisse et qui permette de faciliter les discussions et l'avancée de leur audit. Voilà. Donc c'est bien évidemment, et c'est aussi l'une des raisons de ma présence sur cette partie-là aujourd'hui que HRPass nous accompagne, à la fois en termes d'organisation, de formalisation et de pilotage de cette mise en conformité. Et puis, d'une manière plus concrète, là,
dans 5 mois, puisque on en est là aujourd'hui, dans 5 mois, où est-ce qu'on prévoit d'en être? Les actions qu'on a pour ambition d'avoir terminées, c'est notre cartographie des données et des SIRH. Donc, savoir, ce que je vous disais un peu plus tôt, où sont les informations, comment elles sont collectées, dans quels outils elles sont stockées, dans quels outils elles sont transférées, avoir cette vision-là qui soit partagée, complète et exhaustive. Également avoir fini la rédaction des règles d'utilisation de la donnée et des règles de sécurité de des applications. Ces règles, elles ont été définies assez tôt dans notre chantier, mais aujourd'hui, on a le souhait de les formaliser de manière notamment à pouvoir les communiquer à la fois vis-à-vis de nos collaborateurs, mais demain également vis-à-vis de nos clients. On aura également, d'ici mai, terminé nos grands principes de gouvernance des données. Je vous parlais un peu plus tôt du comité data, de la nomination d'un DPO, donc qui n'est chez nous pas encore officiel, mais qui est dans les tuyaux. Ces éléments-là nous permettront en mai d'avoir les grands principes et les grands modes de fonctionnement en termes de gouvernance de la data qui soient mis en place et communiqués auprès de l'ensemble des personnes dans l'entreprise qui peuvent être amenées à exploiter, à modifier ou à collecter de la data. Très concrètement, ça veut dire à peu près l'ensemble de nos populations de chefs de projet, qu'ils soient informatiques, assistance à maîtrise d'ouvrage ou métier, devront demain être sensibilisés et potentiellement même formés aux grandes règles de sécurité, à la fois métier et application, et à la manière dont ça va les impacter dans leur process projet. Et puis, enfin, le dernier point qu'on ambitionne d'avoir terminé pour mai 2018, c'est le registre des traitements, afin d'avoir une vision exhaustive des traitements de données qu'on a mis en place. En parallèle de ça, les actions qui sont en cours ou planifiées, mais qu'on n'aura pas forcément terminées pour mai 2018, parce que le chantier, je pense que vous en êtes tous à ce niveau-là conscients, peut être assez titanesque, c'est les plans de mise en conformité et les audits, puisque à ce niveau-là, on a un nombre d'applications à auditer et à mettre en conformité qui est colossal, et également la formalisation des process, puisque on a besoin d'avoir audité l'ensemble de nos applications pour bien identifier et bien structurer les process demain qui nous permettront d'encadrer l'accès aux données de nos collaborateurs ou de nos clients, et également l'exercice du droit à l'oubli. Voilà un petit peu pour l'état des lieux et la démarche qu'on mène depuis maintenant 6 mois chez Leroy Merlin et autour de la RGPD. Je vous laisse si vous avez des questions complémentaires par rapport à ça. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu. Guillaume, si tu veux prendre la main. D'accord. Donc, alors j'attends juste une minute si jamais il y a des questions particulières de client à client. Et sinon. Il se trouve que j'ai énormément de questions en stock, de toute façon, mais là, vu qu'il est déjà 11h. D'accord. Bon. Eh ben. Ouais. Il va falloir en faire un autre. D'accord. Oui, alors de toute façon, très simplement, juste pour dire qu'effectivement, donc la manière qu'on a d'accompagner nos clients, nous on s'est bien rendu compte qu'il y avait deux aspects. Donc il y a un aspect, je vais aller assez vite, mais il y a un aspect vraiment conseil, et c'est sous cet angle-là qu'on a abordé le travail avec Leroy Merlin. Vous voyez bien que voilà, il faut les 6 étapes de nomination, d'organisation, d'assessment des registres, de priorisation des plans d'action sont des choses qu'il faut lancer tout de suite parce qu'on rejoint l'analyse de Leroy Merlin. C'est beaucoup d'audits pour les grandes sociétés, c'est pas peut-être, c'est quand ça va arriver. Voilà. Et un deuxième aspect qui est l'aspect solution sur lequel c'est pas évident et sur lequel on a une grosse expertise sur les différentes capacités qu'ont ou que n'ont pas les solutions actuelles. Voilà. Et sur donc ce qu'on a mis en place, et je m'arrêterai là. C'est pour aider nos clients dont on sait que c'est pas facile de se lancer. C'est 2 offres, une offre d'audit dite flash, sur lequel en 10 jours, on rappelle ces principes-là, on rencontre les différentes directions juridiques, HR et DSI, dans lesquelles on peut commencer une analyse permettant de donner le planning. Qu'est-ce que ça veut dire le plan de mise en conformité? Il faut avoir un plan dans lequel on peut avoir une première sensibilité sur les évaluations des risques forts. La deuxième offre, c'est vraiment de l'accompagnement et du cadrage pour aller jusqu'au bout du registre des traitements, aller jusqu'au bout du fondement nécessaire, et on a même un cabinet juridique qui nous accompagne si nécessaire pour les clients qui n'en ont pas, sur la légitimité du traitement et de la collecte des données.
l'évaluation des risques, des plans d'action des risques quand on en identifie l'effort, et la mise en place de l'organisation aussi, comment savoir répondre aux nouveaux enjeux, et ça c'est une deuxième type d'offre. Bien entendu, on est convaincu que certains clients ont des structures juridiques, d'autres n'en ont pas, ont des structures d'audit, d'autres n'en ont pas, donc c'est des offres qui souvent se montrent à ajuster au cas par cas pour nos clients. En ce qui concerne les solutions, je reviendrai pas dessus, mais je vous dirais juste qu'effectivement, notre vision à Sherpas, expert en SIRH aussi, nous fait dire que là où va vraiment y avoir beaucoup d'enjeux, c'est la capacité d'être très, très documenté et très respectueux des droits d'accès, et en particulier, sachant que la loi dit désormais, quelque part, tout sous-traitant, et nous à Sherpas, nous sommes des sous-traitants récurrents de nos clients pour la gestion de la paye. En tant que sous-traitant, on ne doit plus opérer rien sans l'autorisation de nos clients. Donc vraiment, les processus se doivent être documentés et approuvés pour refléter cette autorisation que nous traitons des données pour les clients, et donc c'est une action commune à lancer avec nos clients. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui tourne justement à la problématique de suppression des données. Qui n'a pas conservé des vieilles données là-dessus, et la capacité de suppression des données de manière automatique est un vrai enjeu. Le troisième étant l'anonymisation et l'archivage. Et voilà, chaque solution, chaque SIRH, ses propositions de solutions. Voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention. Je remercie beaucoup Mathieu pour sa participation et son implication dans ces projets qui sont souvent perçus par les directions comme un caillou dans la chaussure. Fabienne, je te rends la main. Parfait, merci beaucoup. Effectivement, on finit un tout petit peu tard, donc je suis désolée, j'ai pas pu prendre toutes les questions que vous m'avez posées sur le chat. Donc en fait, on vous répondra par écrit individuellement donc à toutes vos questions. Et autrement, on a encore d'autres webinaires donc qui vont arriver. Bon, pas forcément que sur des sujets GDPR, sur d'autres sujets outils par exemple. Et on vous enverra en fait la date du prochain webinaire GDPR parce que je pense que vous êtes intéressés par ce sujet et on aura encore beaucoup d'autres choses à vous montrer. Merci beaucoup à tout le monde. Merci surtout à Mathieu Gendron pour son intervention. Et donc, à très bientôt pour un nouveau webinaire. Bonne journée. Au revoir.